J'ai commencé l'immobilier très tôt. J'ai commencé l'immobilier, j'avais 19 ans. Mon premier appartement que j'ai acheté, car mes parents, ils ont un gros patrimoine et ils nous ont toujours dit que la pierre, c'est ce qu'il fallait investir et que pour notre avenir. On n'avait pas de formation. J'ai acheté mon premier appartement à 19 ans et j'ai enchaîné. J'en ai acheté un, deux, trois. J'étais à l'IR et les travaux, je les faisais moi. Je faisais un crédit de 7 ans parce que je me disais dans ma tête. Les taux, ils devaient être énormes à l'époque, non? Oui, mais c'était pas cher. Hein. On pouvait faire ça. Ouais. Mais seulement, et le crédit, le locataire payait le crédit, c'est tout. Je voulais pas gagner d'argent, tu vois. Ouais. Mais le truc qu'il y avait, c'est qu'à un moment donné, moi je me disais, voilà, l'appartement dans 7 ans, il est à moi en super et tout, mais je voyais pas la fiscalité. Et à un moment donné, je suis arrivé que l'IR, il était tellement important que j'arrivais plus à le payer tellement parce qu'il me mettait tous les loyers sur mon IR. Donc je me prenais des dividendes, pas pour partir à Dubaï, pour payer mes impôts. Ouais. Mais là, il y a une solution. Du coup, j'ai dit, pas normal, je vois, il y a des gens qui ont plus de patrimoine que moi et qui paient rien. Donc j'ai suivi une formation, très important de se former. Et à partir de là, j'ai monté une holding avec des sociétés, avec la mère, la fille et compagnie, l'argent qui monte, qui descend. Là, T'as pu développer. j'ai pu développer énormément parce que l'avantage, c'est d'avoir le choix. Si tu as besoin d'argent, tu prends des dividendes. Si tu as besoin d'argent, tu lui fais passer une société alors. Et de là, ça te permet De racheter de derrière. racheter derrière et d'enchaîner parce que le banquier voit que tu es bon, quoi. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est hyper important d'être formé à la fiscalité au début. Et vite faire ses montages. Très, très rapide. important. À l'époque, je connaissais pas bien le Airbnb. Je connaissais pas la colocation, la division. Nous, on faisait du bon père famille, quoi. Ouais. En trois. Travaux, je les faisais moi-même, en plus. Vu que c'est mon métier. Donc, je n'utilisais même pas des... Oui, d'accord. Mais non, j'étais un très bon client pour les impôts. Ouais, tu te passais aucune facture ni rien. Merci, vous avez ma photo. C'était extraordinaire. Et après, là, c'est pas possible. J'en ai tout d'impôts, c'est pas possible. Maintenant, c'est tout dans la légalité, mais je fais beaucoup de travaux, je déduis et tout. Je fais de l'optimisation, toi. L'optimisation fiscale, exactement, pour payer un minimum d'impôts, tout dans la légalité, tout simplement. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Si on veut vraiment se développer, au début, on peut s'acheter 1 ou 2 appartements et les BNP, voilà, c'est assez puissant, mais après, il faut vite commencer à faire des montages si on a envie de se développer. Ça, c'est ça. Et après, tout dépend du profil, hein. Moi, j'ai pas mal de clients qui sont dans le médical, des chirurgiens, des dentistes et compagnie. Eux, ils font vu les salaires qu'ils ont, ils font beaucoup de LMNP, hein. Ils peuvent avoir jusqu'à 10 appartements à LMNP avec les salaires qu'ils ont. Ouais. Au moins, ils s'embêtent pas avec la lourdeur du SCI. Je pense que vraiment, le plus important, c'est d'être bien conseillé et chaque profil a un parcours différent. Souvent, si tu as des gros revenus, si tu n'as pas des gros revenus, si tu as besoin d'argent de suite. Moi, par exemple, voilà, j'ai ma société avec un très bon salaire. Tout l'argent qui rentre dans l'immobilier, j'en rentre très rarement. Je fais une société alors, c'est pour ça que je me développe énormément. Les investissements, je suis sûr. Exactement, ça fait de l'apport et ça fait surtout de la trésorerie. Les banquiers aiment la trésorerie, surtout en ce moment. Clairement. Ah oui. C'est quand même difficile d'avoir des lignes de crédit, on va demander de monter à l'apport. C'est ça. Surtout en marchand de biens. Maintenant, les banques, ils veulent plus financer parce que les crédits sont courts. Donc, il faut avoir un maximum de trésorerie. Ouais, t'as ta société de marchand aussi. J'ai une société de marchand seul. J'ai une société de marchand avec un ami à moi, un influenceur que j'ai rencontré à Marseille. Pour pas le citer, Romain Caillé. Après, j'ai une autre société de marchand avec un autre ami à moi, un ami d'enfance. Et après, je fais beaucoup d'associations aussi. En fait, quand je fais les travaux avec les clients, souvent on devient amis à la fin. Et après, ils me proposent toujours des projets. On s'associe, donc on fait des one-shots, tac. J'ai un copain avec qui j'en fais 2. J'ai un copain avec qui j'en fais 1. J'ai un autre copain avec qui j'en fais 1. Et c'est ça, c'est la puissance du réseau, en fait. Ouais, voilà, c'est parfait. Chacun a sa société. Vous faites une division sur. C'est ça. Moi, je m'occupe des travaux, ils s'occupent de la revente, ils s'occupent du dossier bancaire. Chacun trouve son compte. C'est ça. Chacun met sa compétence là-dedans. Exactement. De toute façon, c'est comme ça. Je pense qu'il faut, si on veut vraiment évoluer dans l'immobilier, surtout en ville où le secteur est très dense et c'est compliqué quand même de faire son trou. Il faut s'associer et puis il faut être ouvert à tout. Il faut avoir des gens de confiance, en fait. Il faut avoir un chasseur, un agent immobilier de confiance, il faut avoir un banquier, il faut avoir son propre petit réseau, son entreprise. C'est ça, voilà. Parce que tu peux pas aller tous les jours sur le chantier, vérifier que le mec il a bien fait passer le tuyau. Ouais, et puis il faut avoir confiance à un moment, sinon tu dors pas la nuit, et tu te stresses, et puis après tu fais un investissement ou un coup, et puis après t'arrêtes. C'est ça. Pour démultiplier, il faut avoir un petit réseau, utile beaucoup. Toi, tu aurais quelques conseils. On va visiter un immeuble, surtout les immeubles marseillais. Je sais qu'il y a quand même pas mal de pathologies du bâtiment, ces immeubles-là. Que tu peux nous donner quelques tips un peu à regarder quand on va tout d'abord faire la visite de la copropriété et la visite de l'immeuble. Bon, déjà, quand on arrive dans l'immeuble, on regarde la façade avant, la façade arrière. On vérifie que la façade, c'est pas grave si elle est vieillissante, mais on regarde qu'elle soit pas fissurée. Tout dans les immeubles qui sont au bout de rue. Souvent, les immeubles qui travaillent beaucoup, c'est les immeubles qui n'ont pas d'immeubles nettoyés. D'accord. Parce que ils peuvent pencher. Et à ce moment-là, ceux-là, souvent, ils ont tout le poids des autres immeubles à côté. Donc, il faut bien vérifier. Surtout s'il y a des fissures verticales et des fissures horizontales. Donc, les fissures verticales, c'est des parties qui vont se décrocher. Et les parties horizontales, c'est quand l'immeuble s'affaisse. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, quand on rentre, mais on regarde les communs. Pour voir si une copropriété est bien entretenue, on regarde les boîtes aux lettres. Que tout le monde a le même nom. Si ça commence à être écrit en marqueur dessus, ça, c'est que le syndic. Ouvert, cassé, voilà, c'est que le syndic fait pas de maison de travail. Pour regarder sur la propreté. Ça, c'est un élément. On monte toujours au dernier étage, quoi qu'il arrive, même sur la rez-de-chaussée. Parce que même sur la rez-de-chaussée, s'il faut refaire la toiture,
on paye pareil. On monte au dernier étage, on regarde s'il n'y a pas des infiltrations, le puits de lumière. On regarde aussi sous les escaliers, il n'y a pas trop de fissures. Si les marches sont pas faites, ça revient très cher de faire un escalier. Donc ça, c'est la première partie, c'est les parties communes et compagnie. Après, bien sûr, ce qui est très important aussi, c'est le choix de la société. Vous n'avez pas de réseau dans une usine, vous ne connaissez pas. Moi, je demande souvent une astuce, c'est de passer par une entreprise de la part du syndic. C'est-à-dire que, du coup, le mec, il a une petite pression. C'est-à-dire, si vous l'appelez de la part du syndic, il dit, je ne sais pas de la part du syndic, je suis copropriétaire de cet appartement. C'est le syndic qui m'envoie. Quelqu'un qui aura quand même certaines références. Parce que pour travailler pour des syndics, il faut avoir quand même des assurances et compagnie. Donc ça, c'est important. En fait, les gros travaux d'une copropriété, c'est quoi? C'est la toiture, demander un entretien et où les travaux sont chers, c'est environ 300 € du mètre carré. Ensuite, il y a tout ce qui est plancher. Un plancher, pareil, ça va aller de 150 à 200 € le mètre carré selon ce qu'on va faire. Souvent, on a des problèmes là-dessus sur les Souvent, planchers. des problèmes parce qu'à Marseille, les planchers sont des planchers, entre guillemets, fragiles. C'est-à-dire, c'est des poutres, des enfustages, du plâtre et des tomates. Les gens, ils verraient comment c'est fait, ils auraient même pas mangé dessus. Ouais. Et il suffit qu'il y ait eu 2-3 dégâts des eaux qui sont laissés traîner, d'un coup, tu te retrouves chez le voisin. On fait pas mal d'investissements dans des immeubles maintenant. Après les appartements, vraiment, si on veut passer un cap, c'est l'immeuble. Parce que moi, il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de frais. J'achète souvent des immeubles semi-récents. Parce qu'il y a les travaux, c'est simple. Les planchers, c'est du béton. Les balcons, il y a 2-3 fissures, ça bouge pas. Il y a des petits problèmes phoniques parce que vu que le plafond, le plancher, il sert à la fois de plancher et plafond en dessous, donc phoniquement, c'est des appartements qui sont pas au top. C'est souvent les années 50-60. On va faire une isolation, sinon. Voilà. En règle générale, c'est des immeubles qui n'ont jamais de problème. Ça, c'est ce que je dis, ouais, c'est ce que j'ai à des clients, c'est que, en effet, c'est pas les immeubles les plus sexy. C'est ça. C'est pas très beau, surtout ceux des années 70. C'est ça. C'est des blocs, et voilà. Notamment, c'est l'immeuble que tu as. Moi, celui que j'ai à la nationale, voilà. National où je fais du Airbnb, tu vois, je crois comment on l'a rénové, c'est serein, il n'y a pas de surprise. Non, c'est ça, exactement. Là, par exemple, je suis passé derrière un client qui a acheté un appartement dans le 3e. Super, l'appartement et tout, nickel, il a payé pas cher. C'était à 1200 € du mètre carré. La copropriété était moyenne. Là, il vient de lui tomber, il est au dernier étage, l'appartement, il est plein d'infiltration. Il est tombé la toiture 50 000 €. Il n'y a que 5 appartements dans l'immeuble. Et si tu l'as acheté, t'as cramé ton apport dedans, parce que la banque, elle va pas te financer, quoi. C'est ça. C'est en fonds propres, quoi, après. C'est ça. Et là, tu te retrouves avec de grosses difficultés. Donc, c'est pour ça que c'est très important de regarder les parties communes. Après, ce qu'on peut pas, bon, ça c'est le premier point, bien sûr. Après, il faut lire les PV d'AG, c'est très important. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas passer par des auto-entrepreneurs. Ouais. C'est combien de fois je passe derrière, ils commencent le chantier, ils s'en vont. C'est ça. Et tu peux prendre un auto-entrepreneur électricien, un auto-entrepreneur plombier, un auto-entrepreneur peintre, et là, tu enchaînes les problèmes. Ah, parce que les mecs sur les calendriers, ils ont des galères, ça respecte pas, ça te fait en l'air toute l'organisation. L'électricien, quand le blacklist arrive, il n'y a pas les fils. Ah, c'est pas moi. Ah non, c'est lui. Il est où le sport? Ah, je sais pas où il est. La prise, le plombier, le tuyau derrière. Le carrelage, il est mal posé. Moi, mais c'est pas moi, c'est le mec qui a fait les réagréages. Donc vraiment, je vous conseille, quitte à payer un peu plus cher, de prendre une société tout court d'État. Ouais, c'est ce qu'il faut. Et vous allez faire à une personne. Et cette personne, ça sera la responsable. C'est votre intervenant. Et c'est lui qui sera responsable de tout. Vous appelez son numéro de téléphone. Exactement. Exactement. Pignon sur rue. Vérifier les commentaires sur Internet. Vérifier, c'est facile maintenant de nos jours avec le numérique. Voilà. Et après, il n'y a pas mieux que de se faire conseiller quelqu'un. C'est toujours mieux. Ouais. En ce moment, je vois, moi, il y a pas mal d'artisans qui sont en difficulté vu la hausse des prix. Il y a de moins en moins de sur les matières premières, c'est ça? Et c'est exactement. Donc, ils cassent les prix pour avoir des chantiers. Ils prennent un acompte. Ils commencent et ils prennent la pluie des tempêtes, ils s'en vont. Ouais, ça, malheureusement, il y en a plein d'histoires là-dessus. Hein. C'est ça, surtout ici à Marseille. Surtout à Marseille. Faut se dire que quand même l'immobilier, ça reste quelque chose de magique. Vraiment, pour se lancer, il n'y a rien de mieux avec le système de levier de la banque. C'est ça. On te prête de l'argent pour acheter quelque chose. Exactement, pour gagner derrière. Même si c'est vrai que les conditions, il y a toujours eu des moments dans la vie où les taux ont monté, les taux ont baissé. Si tu veux pas investir, il y a toujours des excuses. C'est sûr que nous, on a connu, par exemple, il y a pas longtemps, juste avant le Covid, on achetait 1%, on est du 24 mois différé, on nous prêtait de l'argent pour acheter quelque chose. Les locataires te payent le loyer, mais toi, en vérité, tu n'as pas mis un franc. Ah ouais. C'est magique. 110%, et puis tu te faisais un cash flow dessus. C'est ça. Je te racontais, avec mon associé, on avait acheté un immeuble à la rue du Génie. Ils nous ont fait un financement total avec un différé. On encaissait plus de 10 000 € de loyer tous les mois. Et on avait mis zéro, quoi. C'était que la banque. Bon, après, bien sûr, il faut avoir des garanties bancaires. Oui, bien sûr. Mais ça reste extraordinaire. Non, moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que le vrai perdant là-dedans, c'est le mec qui se laisse rouler sous le poids d'inaction. C'est ça, exactement. Le mec qui fait pas, non, mais je sais que ça va tomber, je sais que ça va baisser, j'attends, il attend, pour finir, il n'investit pas. Et c'est ça. Il a une barrière psychologique, c'est comme à la bourse. En fin de compte, quand on regarde sur les 20-30 dernières années, l'immobilier, ça fait que monter. C'est juste, par contre, dans ces périodes-là, en effet, il faut être bien regardant, il faut bien acheter, il faut faire attention. Ça. Bon, personne. On regarde toutes les opérations qu'on a fait, on connaît très peu de gens qui ont perdu de l'argent dans l'immobilier. Au pire des cas, tu remontes ton appartement, c'est pas de la bourse. Souvent, les mecs, ça arrive souvent les styles ingénieurs, professeurs, qui sont là avec leur tableau Excel et tout à tout calculer. Ils passent leur vie à calculer, ils n'avancent pas. Et puis ils font rien. C'est ça. Et tu es là avec leur tableau, non, mais tu n'as pas compté la freebox.
Ou une fois, on m'a dit, voilà, on enlève, par exemple, 20% des loyers pour les vacances locatives ou des choses comme ça. C'est ça. Et j'avance pas. Et à côté de ça, moi, j'ai des mecs que j'ai pris, là, que j'ai épaulés. En 2-3 ans, ils ont 3-4 appartements. Même des amis à moi dentistes. Pourtant, c'est des gens qui ont des gros salaires. Mais t'imagines, c'est magique. Ouais, c'est magique. Et sans compter le patrimoine que tu te fais. Parce qu'après, en fait, comment tu peux t'enrichir? Tu t'enrichis quand tu commences à avoir pas mal de crédits. Bon, ça va avec des années, que tu dépasses les 3, 4, 5 millions et tout ça. Et que tous les mois, tu as des 50, 60, 80 000 euros de loyer payés par tes locataires. Le vrai enrichissement est là, même si tu n'as pas l'argent. C'est que tous les mois, c'est comme si tu les mettais de côté. C'est énorme. Ouais, tu as un amortissement, et puis même, déjà, tu rembourses ton crédit, puis tu rembourses ton crédit, et sans compter que ça n'existe pas depuis tout le temps, quoi. Si tu achètes un appartement sur 20 ans, ça n'existe pas que 20 ans après, il n'a pas énormément augmenté. Ça a toujours été le cas. Surtout à Marseille. On achète quand même, généralement, notre zone un peu de développement, elle est quand même sur Marseille-Centre. Marseille-Centre, là, on a, je crois que c'est en 5 ans, on a gagné à peu près 15% de population. Ils projettent jusqu'en 2030 pareil, 15 ou 18%. Tout le monde va être dans le centre-ville de Marseille, tous les jeunes, les nouveaux arrivants. Marseille, c'est une ville qui est en plein essor. Là, tu vois, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent, qui arrivent. Donc, il y a des gens de toute la France, il y a une qualité de vie extraordinaire. Ah, bah, clairement. Faut pas écouter ce qu'on voit à la télé. Tu vois que toi, tu n'es pas Marseillais. Non, clairement. Quelle qualité de vie on a, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une vie vivante, ça bouge, elle est super dynamique, elle est en pleine croissance. Le pouvoir d'achat, il a complètement changé. Il y a du travail, voilà, en effet, comme c'est dynamique, c'est la qualité de vie. L'été, après le travail, à 19h, on va faire le beach volley. C'est ça. Au Prophète, c'est extraordinaire. T'as ça par ailleurs. Entre midi et 2, on s'arrête, on prend le bâton, on va au Frioul, on prend une tête, on replonge, on revient, on va travailler. C'est extraordinaire. Il y a Marseille qui a ça. Et voilà, au mois de février, on est en t-shirt chemise. J'ai fait le premier barbecue au mois de février, mais ça, c'est depuis que j'arrive. À chaque fois, au mois de février, on a une semaine de beau temps ou 2 semaines. Voilà, il fait extrêmement beau en ce moment, mais c'est vrai que c'est une qualité de vie qui est extraordinaire. Moi, quand je suis descendu la première fois à Marseille, je me suis dit, on m'a menti toute ma vie, en fait. Ça, c'est possible en France, oui. C'est possible. C'est bon. Je bouge plus, c'est terminé. Maintenant, quand tu rentres dans les appartements, voilà, où est-ce qu'il faut avoir l'œil? Qu'est-ce qu'il faut regarder un petit peu? Ok, donc déjà, le premier truc qu'il faut regarder, c'est les planchers. Regardez entre le sol et les plinthes s'il n'y a pas un jour. D'accord. Souvent, ça arrive au niveau des fenêtres. Parce que les fenêtres, il manque d'étanchéité, quoi, il y a pas d'eau qui est rentrée. Donc là, vous regardez. Il y a un affaissement. Il y a un affaissement. Si c'est léger, ça va. Après, on regarde le mur au-dessus. S'il n'y a pas des fissures horizontales, c'est qu'il y a eu un affaissement. Comme j'ai dit tout à l'heure. Souvent, ce qui se passe, c'est que à Marseille, les cloisons, elles sont semi-porteuses. Si le voisin en dessous, il a cassé toutes les cloisons. Ça, c'est le classique, hein. C'est le classique marseillais, tu connais. Ouais, l'arrêté de péril qu'il y a. Exactement. Et qui s'est cassé les cloisons semi-porteuses. Il pensait que ça allait, et hop, affaissement. On regarde. Et souvent, on le voit, ça aux portes aussi. Vous prenez toutes les portes, vous rentrez, vous sortez. S'il y a une porte qui touche, vous regardez si le câble, il n'a pas légèrement grillé. Et c'est que le plancher s'est affaissé. Bon, bien sûr, on regarde le tableau électrique. Mais ça, il y a les jacks pour le voir. Oui. Ensuite, on regarde tout ce qui est plomberie. Par rapport au réseau, selon ce qu'on veut faire, c'est le cas d'une division, pas une division. Il est très important de regarder l'emplacement des toilettes. C'est la partie qu'on ne peut souvent pas déplacer, c'est le toilette. C'est quoi, on se dit à peu près c'est 80 cm autour, un peu de toilette qu'on peut déplacer, mais. C'est ça, on peut 1 mètre, et après 1 mètre, si on met un WC suspendu, faire un petit peu de joint, et voilà. C'est très important, c'est souvent, quand vous avez le WC au milieu de l'appartement, c'est le top. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment diviser, vous n'avez pas de sonibroyeur. Voilà, pour en venir à l'appartement qu'on a vu, là, on va faire une division. Mais le deuxième, ça sera un sonibroyeur. D'accord. Le WC est complètement à gauche. Donc ça, c'est très important. Donc, on a de l'électricité, la plomberie. Bien sûr, on regarde bien les plafonds, voir le voisin dessus. Si c'est pas, il entretient bien sa maison, vous n'avez pas beaucoup de dégâts des eaux. Oui. Parce que vous savez maintenant qu'avec la loi CIDRE, si le locataire, il vous infiltre et que ça dépasse pas les 1100 €, c'est votre assurance qui prend en compte. D'accord. 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour pouvoir virer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà. C'est très important de vérifier ça. Donc, les planchers. Et après, voilà, regardez l'état général. Les fenêtres, pareil. On rentre ensemble, on vérifie que les fenêtres se ferment bien. Parce que souvent, c'est la façade à la travailler, les fenêtres ne se ferment pas. Le mieux dans l'investissement, c'est d'acheter un appartement qui est assez, pas dans un bon état. Faire un maximum de travaux. Qui, du coup, vont vous faire amortir tous les loyers. C'est ça, exactement. C'est pour déduire un maximum, de toute façon. Acheter un appartement entièrement rénové. Je vois pas trop l'intérêt. C'est vraiment pour pas s'embêter, mais c'est ça. Vraiment s'embêter. Voilà, à part si c'est une RP pour habiter ou quoi, mais pour faire un vrai investissement, il faut qu'il y ait un max de travaux. Plus il est en sale état, plus vous allez faire de travaux, plus vous allez amortir, plus pendant un nombre d'années, vous allez encaisser vos loyers. Voilà. C'est important de se renseigner, de regarder un petit peu. Bien sûr. Puis après, vous êtes marié avec l'appartement quand même pendant un petit moment. Donc, ou alors d'être conseillé de passer par des sociétés spécialisées, ou comme nous, voilà, où on peut vous trouver des appartements et puis vous accompagner. On a peu de prise de contact sur le Bon Coin parce que on met une annonce, que ce soit les particuliers ou professionnels, en 24 heures, c'est à la 5e page. Et puis c'est pas qualitatif. Même le particulier, il va mettre sur le Bon Coin les agences qui vont appeler. Généralement les photos, il y a 3 photos, ça va pas. Le Bon Coin, c'est terminé. Maintenant, on a des mastodontes qui sont en train de monter. On a le groupe Se Loger. C'est ça. Après, il y a plus de la moitié de parts de marché. Il y a Bien Ici qui est en train de monter. Le Figaro qui marche aussi très bien. Puis après, il y a le réseau. Il y a le réseau.
Il y a le réseau, il y a le réseau. Rien que moi, quand je mets un appartement sur Insta, Ouais, ça marche beaucoup mieux c'est que ça. moi. Ça marche beaucoup mieux que le Bon Coin, je suis harcelé. Là, j'ai eu un appartement, là, je vais te donner une anecdote. J'ai eu un appartement, j'ai acheté un immeuble où il y avait un appartement qui était vide au rez-de-chaussée. Je me suis abonné au Facebook de l'arrondissement. Ok. Ça, c'est un secret que je vous donne. Et j'ai pu t'accuser, j'ai posté l'annonce sur le Facebook de l'arrondissement. En 15 minutes, j'ai eu 143 messengers. Je me suis dit, putain, c'est pauvre. C'était un appartement un peu extraordinaire. C'était un 120 mètres carrés avec 200 mètres d'extérieur pour proximité de la plaine. Pas un produit que j'avais l'habitude de travailler. D'accord. Pas un produit d'exception, entre guillemets. Donc, j'étais parti avec un prix bien fort quand même. Pour rien cacher, j'avais mis une annonce à 530 000 euros. Je pensais que c'était super bien vendu, quoi. Quand j'ai reçu les 143 messengers, je me suis dit, c'est que moi, j'ai une astuce aussi, de mon associé, avec des pionniers dans Airbnb. À chaque fois, je disais, mais putain, Romain, j'ai pas une excellente note sur Airbnb. Il m'a dit, les mecs, une bonne note, c'est qu'ils savent pas travailler. Mais comment ça? C'est qu'ils sont pas assez chers. Les gens, ils doivent se plaindre du prix. Ou sinon, c'est qu'ils perdent mon prix. Pour optimiser la rentabilité, faire du chiffre. Exactement. Être à 4,7. 4,7, 4,6, 4,5, c'est bon. Si tu as 5 sur 5, c'est pas bon. Si tu fais pas, c'est cher. Moi, je suis à 4,8. Ça, je suis super heureux. C'est pas mon badge, quand même. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, non, mais oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'optimisation. Bon, après, ça dépend de la stratégie qu'on veut faire, quoi. Si tu veux, toi, tu veux faire ta gestion un peu tranquille, et bien, ben voilà, tu mets tes prix. T'es moins stressé parce que c'est rempli sur les termes. Ou alors, tu veux optimiser à fond. Faut que chacun y trouve son compte. Ça, c'est sûr. Un sujet qui fait très peur à Marseille, c'est qu'on entend souvent des investisseurs, c'est les mises en péril. Avec notamment ce qui s'est passé, les catastrophes à Aubagne. Il y a eu plusieurs morts, les immeubles qui s'effondrent. Bah, je sais que toi, moi-même, on a été amené à travailler sur pas mal d'immeubles en péril, même des appartements, à refuser même des affaires où on sentait que le péril était proche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quels sont généralement les périls dans la ville de Marseille? Comment on peut les identifier? Sur le site de la ville, vous avez toujours toutes les adresses qui sont marquées. Donc, c'est très important de regarder à la fois l'immeuble qu'on achète et les immeubles mitoyens. Ça m'est arrivé, ça, par exemple, à la rue Tapis-Vert, on a acheté un immeuble. L'immeuble d'à côté était super mal géré, les copropriétaires n'avaient pas d'argent, et il y avait la cheminée menacée de tomber sur mon immeuble. Du coup, mes locataires n'avaient pas le droit d'aller sur le balcon, donc mon immeuble était en mise en sécurité, alors que moi, je pouvais rien faire. Donc, il a fallu que j'aille là-bas, que je négocie avec eux, tout ça a été super compliqué. Moi, j'ai réussi à le lever, donc c'est très important de regarder les immeubles à côté. Après, là, on vit dans une période où, entre guillemets, la mairie, c'est un peu des anges. Après la rue d'Aubagne, ils mettaient tous les immeubles en péril pour rien, pour une marche d'escalier et tout. C'est ça, donc. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Bien regarder les PV d'AG, bien regarder l'immeuble, regarder qu'il n'y a pas trop d'impayés. La peur n'est pas une bonne conseillère. C'est très important d'être sûr de soi, tout en vérifiant tout, mais ne pas anticiper. Voilà, c'est tout. Si l'immeuble, il est propre, il est propre. C'est pour ça que les immeubles semi-récents, tu n'as jamais de problème. C'est pour ça qu'on en revient toujours au même schéma. Se faire accompagner. C'est ça. Soit par un professionnel du bâtiment, par un bon agent immobilier qui connaît, qui va faire venir quelqu'un de son réseau. Pas y aller seul comme ça, quoi. Et aller et regarder, prendre son temps et après foncer. Il y a le biais psychologique qui parfois il y a l'affect, tout ce qui va parler. C'est ça. T'as trop adoré le bien, t'as aimé le positionnement. Et en fait, tu vas avoir des œillères sur le reste. Ça, tu as relevé quelque chose de très important. C'est que moi, quand j'ai commencé l'immobilier, je faisais beaucoup d'affect. C'est-à-dire que par exemple, c'est dur au début. Moi aussi, je suis un peu comme ça. J'essaye. C'est ça. Le temps à arrêter, mais au début, t'es obligé. Exactement. Tous les premiers investisseurs avec qui je fais, ils me disent même, c'est moi qui vais les monter, ouais, j'adore et tout. Ils le font une fois, ils le font pas deux fois. Et moi, c'est pareil. Au début, j'ai acheté des appartements, je me dis, ouais, je me verrai bien vivre ici. Ou alors mes enfants, ils seront à côté de chez moi. Ça, c'est l'erreur. Et ça, c'est l'erreur. Pas d'affectif. Il faut penser avec ça, pas avec ça. Il faut être froid, voilà, il faut. C'est exactement. Froid, exactement. Les chiffres, tout ça. Quand les travaux sont votés, payés, qui vont commencer. C'est ça. Bon, ben, voilà. Là, tu es protégé. À partir de là, tu es protégé. C'est un peu exactement. Un peu de temps, puis après, vous sortez d'un immeuble qui est presque neuf. Moi, j'ai eu des cas, par contre, où j'ai eu des investisseurs qui m'ont dit non, il y a une sortie de péril, j'achète pas. Je leur disais au contraire. Non, faut être fou parce que au contraire. Sortie de péril, ça a été validé par la mairie, par les architectes, par le bureau d'études structure. Vous avez un immeuble qui est neuf, quoi. Vous êtes tranquille pendant 60 ans. Même quand les travaux ont été votés et payés et qui sont pas commencés, mais il faut y aller. La mairie est rentrée dedans. Ils ont regardé plus que ce qui était nécessaire. Il y a eu un bureau d'études, il s'est engagé dessus. Le bureau d'études, c'est sa responsabilité, donc il va faire plus que s'il n'y a pas un bureau d'études. Donc vraiment, au contraire, il faut y aller. Après, attention, il y a aussi un problème qu'on n'a pas parlé, c'est quand on achète un appartement en péril, même si c'est une super affaire, c'est tributaire de la copro. Ça, mais c'est surtout au niveau du financement. Les banques ne financent pas. Certaines banques, en tout cas, ne financent pas des appartements en péril, même si c'est une super affaire. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, les impayés. C'est vraiment un poste très important. Là, ça m'est arrivé la semaine dernière. On m'a proposé un appartement et tout, et on m'avait pas donné les bons chiffres. Tu sais, quand on achète un appartement, le syndic doit t'envoyer tous les comptes. Et je me suis rendu compte. Avec le moment de la signature. Après. C'est ça. Et qu'il y avait énormément d'impayés. Et là, je me suis dit, tu rentres en galère. Parce que s'il y a un problème dans l'immeuble, tu sais qu'il y a personne qui va payer. Après, la justice est très long, il faut saisir l'appartement et compagnie. Ça va être pour des années. C'est pas vraiment.
Alors après, bon, c'est vrai que sur les impayés, parfois à Marseille, nous, on a souvent des impayés sur les immeubles, mais il y a de l'argent sur les comptes. C'est parce que par rapport aux appels de fonds aussi, trimestriels, voilà, c'est pas. Et par contre, oui, quand on a un impayé qui fait 2, 3, 4 fois le montant à l'année du fonds de roulement de l'immeuble. Exactement. Il y a 10 000 euros dans la copropriété, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est Voilà, pas ça. exactement. C'est quand il y a énormément, il y a des gens qui n'ont pas payé les charges depuis 2 ans, et voilà. Donc, s'il y a des travaux, c'est comme toi, Il y a un quart de l'immeuble qui est en saisie immobilière. Ça. C'est quelque chose qui va durer je sais pas combien de temps. C'est très Exactement. compliqué. Maintenant, il y a aussi souvent une question un peu des investisseurs. Et c'est là souvent aussi où deux mondes s'affrontent. Les gens hésitent à faire vraiment les travaux quand ils achètent. Le bien est dans son jus. Souvent, les gens vont avoir tendance à économiser et à pas faire la totalité de la rénovation et plutôt faire un coup de rafraîchissement, faire un entre-deux. Mon père avait une phrase, ça. Le pas cher, ça coûte cher. Ouais, exactement. Parce que, bon, déjà, on en a parlé tout à l'heure, plus tu as de travaux, plus tu vas avoir le nombre d'années où tu vas pas payer de fiscalité. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tu fais de l'électricité sous boulotte, tu vas avoir un locataire, il peut t'arracher des fils. Un truc qu'on n'a pas vu qui est vraiment essentiel, et ça, je peux en profiter de partager mon expérience. Quand tu loues un appartement qui est refait neuf, qui est propre, le locataire, il va rentrer, il va respecter l'appartement. Normalement. À 90%, on va dire. Et surtout, tu vas avoir un meilleur locataire, un meilleur profil. Exactement. Et du coup, tu vas louer cher, peu importe de ce que tu vas faire. Soit location nue, location meublée ou Airbnb, quand ton appartement il est refait, comme tu sais comment on travaille, vraiment nickel, avec un peu de goût et compagnie, automatiquement, tu vas louer plus cher. Et donc, quand tu vas louer plus cher, tu vas avoir un meilleur profil de locataire. Et en règle générale, c'est moins embêté. Moi, c'était aussi sur mon premier investissement. J'avais acheté une petite maison à Lille et j'étais un peu serré sur le budget. C'était à l'époque où on faisait des prêts de 110% sans problème. La banque, elle ne posait pas de questions. Après, t'as tout le monde. Et j'avais fait rafraîchissement, pas une rénovation. J'avais une pompe de relevage avec une cuisine qui était en dessous, en cave. Je l'ai loué, mais au bout de 6 mois, 1 an, j'ai eu que des emmerdes. J'ai eu des emmerdes cette pompe de relevage. J'ai eu des problèmes avec les locataires, invasion de cafards, problème d'humidité. Et en fin de compte, alors qu'on m'avait conseillé au début, refais la plomberie. Je voulais pas parce que j'étais un peu ric-rac. J'aurais mieux fait d'investir 4 000 euros pour refaire ma plomberie de cuisine. Parce qu'en fait, à la fin, j'ai pu vendre. Donc ça va, je me suis bien sorti avec la conjoncture. J'ai récupéré mes billes. Mais pourquoi ça aurait pu être beaucoup plus problématique. grave, et pourquoi le problème aussi? Parce que si tu avais fait un devis au début quand tu as acheté, tu aurais fait financer les travaux par la banque. Tu avais un appartement neuf, tu veux pas avoir de surprise. Ouais, exactement. Je pense que ton exemple à toi. Toi, donc, tu as fait un petit crédit pour les travaux, tu as fait une rénovation vraiment partielle. Mais quand il te tombe 6 mois, 1 an après des travaux, tu dois les sortir de... C'est du fonds propre. C'est pour ça que j'ai dû vendre. Et c'est pour ça, parce que... Stratégiquement, il n'y a pas d'intérêt à renvoyer... Alors que c'est quoi là? Tu prends un appartement, tu fais des travaux. Tout ça, c'est financé par la banque. C'est le locataire qui va payer les travaux. Et surtout, mettons, tu as fait 40 000 euros de travaux, tant que tu n'es pas arrivé à 40 000 euros de loyer, tu as zéro imposition. Ouais, une déduction de ces travaux. Moi, j'ai des marchands, j'ai des amis à moi qui sont vraiment des investisseurs chevronnés. Eux, quand ils ont amorti le bien, ils ont amorti les travaux, ils vendent. Tous les 3-4 ans, l'appartement, ils le vendent. Il n'y a plus d'intérêt. Ils font pas d'effectif.